Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Saurion. Aujourd'hui, Rat des villes et Rat des champs de Richard Bloch. Gargotte, il se pose un peu là, le Herring Cup Bar, avec ses vitres dégueulasses et ses mouches momifiées entre le carreau et le menu. Il faudrait être au fin fond du bout du rouleau pour y entrer casser la graine. C'est pourtant ce que je fais, mais rassurez-vous, pas pour casser la graine, non, pour toute autre chose. Au bar, il y a une demi-douzaine de damnés de la terre qui fixent Dieu sait quoi au fond de leur verre. Je les dépasse et je vais m'asseoir à une table au fond. J'allume une cigarette histoire de désinfecter le coinceau et j'attends. Une serveuse s'approche. Qu'est-ce que ce sera? Un coca, que je fais sans prendre la peine de lever les yeux. Quand la môme revient avec mon verre, je fais mine de rien. Dites-moi, est-ce qu'une certaine Betty Harris travaille ici? Elle dépose le verre et la bouteille, se gratte les flancs et dit: C'est ton jour de chance, mon pote. Je suis Betty Harris. Je lève les yeux. Non, c'est pas possible. La gonzesse dont Bob m'a cassé les oreilles des nuits entières dans notre cellule peut pas être ça. Quelle erreur. Non, je m'excuse, madame, mais celle dont je parle, c'est une grande blonde un peu raide. Vous savez, elle ressemble à cette fille qui joue dans le feuilleton du samedi soir. Enfin, c'est ce que Bob me disait toujours. Bob? Vous voulez dire Bob Hurst? Quoi, vous le connaissez? Bah, plutôt, oui. C'était mon mari. Bon sang de bonsoir, il n'y a pas erreur. Cette grande jument de 75 kilos, aux yeux tristes derrière des lunettes et à la tignasse chatte interne, serait Betty Hurst. Paix à tes cendres, mon vieux Bob, mais pour ce qui est de ton sens de la description, évidemment, tête qu'en tôle, t'avais fini par l'idéaliser. Mais à ce point... Bah, enchanté, madame. Je suis Phil Darway, son compagnon de cellule. Elle dresse les sourcils derrière ses lunettes. Phil Darway, c'est vous? Bob me disait tellement de bien de vous dans ses lettres. Ouais, c'est vrai, on était bons copains. Il m'a remis un message pour vous avant de mourir. Un message? Quel message? Je jette un petit coup d'œil aux alentours. Vaudrait peut-être mieux pas en parler ici. Vous finissez à quelle heure? 7h30. J'attendrai devant la porte. Non, dans le parc, au coin de la rue. D'accord, madame. Et je me tire sans me retourner. Mais quand même en l'idéalisant, comment Bob a-t-il pu être assez miro pour voir une pin-up dans cette même ère? À force de se morfondre entre ces quatre murs, il a sans doute fini par croire à ses inventions. Oui, mais si Bob avait tout inventé tout le reste, comme la beauté de Betty, le reste, c'est-à-dire le principal, l'endroit où il a planqué les 860 000 $. Il fait très sombre quand elle vient me retrouver sur un banc du parc. Tant mieux. Personne ne nous verra ensemble. Et moi, je la verrai pas trop pour ce que je me propose de faire. Il m'a beaucoup parlé de vous, Betty, que je dis pour ouvrir les débats. Oui, on s'entendait si bien, dit-elle au bord des larmes. Oula. En plus d'être moche, tu vas pas te mettre à chialer, non? Aussi, je lance n'importe quoi de consolant, du genre... il y a beaucoup de couples qui n'ont pas cette chance, Betty, hein. Même si vous étiez séparés, je veux dire, c'est mieux de s'aimer séparés que de s'engueuler ensemble, n'est-ce pas? Vraiment n'importe quoi.
Effet assuré, elle se mouche et je crois la voir sourire dans la pénombre de ce soir d'hiver. J'ai peine à croire qu'un type comme Bob ait pu tuer son meilleur ami pour lui voler l'argent de la paye de l'usine. Que je dis, profitant de l'avantage. C'est ce que la police a cru. Ça me répond. Quelqu'un a vu Bob emmener Ronnie Jones dans sa voiture cet après-midi-là. En réalité, Ronnie avait perdu ses clés et il est tombé sur Bob par hasard. Bob a proposé de le conduire à la banque avec la paye. Bob n'était pas rentré à la maison depuis 10 minutes et la police rappliquait. J'ai juré qu'il était resté avec moi à la maison, mais ils n'ont pas cru. Il en a pris pour 10 ans. Et il est mort il y a 6 mois. Ouais. Entre nous, Betty, il m'a jamais dit comment il s'était débarrassé du corps de Ronnie et où il avait planqué le magot. Il n'a rien dit non plus, Phil. Il n'a rien dit à personne. Pourtant, il paraît que les flics l'ont salement tabassé. Ouais, il paraît, ouais. Mais c'était un dur de dur, Bob. Ainsi, il vous a rien dit non plus, Betty. Je la vois se redresser dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que vous croyez, Phil? Que je travaillerais dans cette sale gargote au fond de ce trou perdu si j'avais 860 000 $? J'allume une cigarette et je hoche la tête. Non, il y a du vrai dans ce que vous dites, Betty. Et qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez cet argent? Elle éclate d'un rire amer. À votre avis? J'irais le porter aux flics en leur disant « Vous l'avez tabassé, vous l'avez laissé crever de pneumonie en tôle, mais je suis honnête, v'là l'argent. » À mon tour de partir d'un rire sans joie. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont laissé crever de pneumonie. M'a fallu faire un sacré raffut pour qu'il l'emmène à l'infirmerie. Je suis sa veuve, Phil. Cet argent, il est à moi. À nous, Betty, à nous. Bob a commencé à me parler juste avant qu'on l'emmène. Il était mourant, il m'a pas donné beaucoup de détails, mais à nous deux, en rassemblant le peu qu'on sait... Oui, à nous deux, Phil, murmure-t-elle contre moi. Dominant ma répulsion pour cette mémère avachie, je lui prends la main. L'impression de tenir un bout de viande tiède. Elle la laisse pire, elle m'enlace les doigts. On se tait un moment. Tu sais, Betty, que je dis, je suis resté 4 ans sans femme. Et moi, 2 ans sans homme, Phil. Je jette mon mégot et on se lève en silence. 3 heures plus tard, j'allume une autre cigarette. J'aspire goulûment en essayant d'oublier le corps nu et avachi de Betty à côté du mien. Cet épisode fait partie de mon plan. Évidemment, au départ, je croyais ce que m'avait dit Bob à propos de la beauté de Betty. Je me pourléchais même les babines à l'avance. Je t'en fous. Maintenant, il est trop tard. Quand il faut, il faut. Parce que, voyez-vous, si je rends la Betty amoureuse de moi, elle se méfiera pas. Chérie, t'es réveillée? Ah, c'est de voir. En plus, elle m'appelle chérie. Oui. T'as envie de parler maintenant, Betty? Pourquoi pas? Dit-elle en passant ses doigts boudinés sur mon torse. Il vaut mieux qu'on établisse notre plan. Voilà qui me plaît, Betty, une femme pratique, bien, bien. Bon, commençons par le commencement. Ce que m'a dit Bob avant de mourir. Il m'a dit qu'on pourrait jamais trouver l'argent parce que Ronnie l'avait toujours. Et soupire lentement et dit... C'est tout? Bah oui, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? On sait que l'argent est caché avec le corps de Ronnie Jones. J'entends Betty jurer à voix basse. D'espoir ou de dépit?
question est, Bob, où est-ce que t'as mis le corps de Ronnie Jones? Où? Ça, c'est ce que vous saurez peut-être dans quelques instants. Un boudin qui sourit, c'est pas beau, mais un boudin qui fait la grimace, c'est carrément l'horreur. Or, c'est ce qu'est en train de faire Betty, la veuve de Bob. C'est tout ce que tu sais, Phil? Il aurait planqué l'argent avec le corps de Ronnie? C'est pas lourd comme renseignement, mon joli. Moi qui croyais qu'il savait quelque chose. Bah, c'est mieux que rien, que je dis en gardant difficilement mon calme. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de réfléchir à l'endroit où il aurait pu planquer le corps. Enfin, c'était ton mari, non? Tu le connaissais. Et c'est de te souvenir. Les flics, ils ont cherché où? Elle allume une cigarette et se met à gamberger. Et un boudin qui gamberge. Bon, bref. Ben, ils ont forcément fouillé la maison, même qu'ils ont tout saccagé. Après, ils se sont attaqués au bois des environs, puis les vieilles granges, les fermes abandonnées. Ils ont même dragué le lac. Ronnie Jones, il était célibataire. Il avait un studio en ville et un cabanon au bord du lac pour la pêche. Ils ont tout retourné, centimètre par centimètre. Rien, nada, niente. Que dalle, en prime. Ouais. Combien de temps que Bob a mis pour aller chercher Ronnie et rentrer? Je sais pas, à peu près 3 heures. Ça n'a pas pu aller bien loin, alors. Le corps et le fric doivent être dans les environs. Comme les flics, c'est pas rien que des idiots, Phil. C'est ce qu'ils ont pensé, figure-toi. Et ils ont fait un sacré boulot. Ils ont creusé des fossés. Ils ont asséché la carrière. Non, la solution doit se trouver quelque part, Betty. Que je dis en regardant le plafond. Ronnie Jones et ton mari, ils étaient bien copains, non? Oui, ils se voyaient souvent depuis qu'on était mariés. Ils s'entendaient très bien. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient, ils tapaient le carton, quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, taper le carton, c'était pas le genre de Bob. Non, la plupart du temps, ils chassaient, ils pêchaient au bord du lac. Ah, au bord du lac. Tiens, tiens. Oh, je sais à quoi tu penses, Phil, mais il y a Guérance. Je te dis que les flics, ils ont tout creusé, tout ratissé. Ils ont même éventré le plancher de la baraque à Ronnie. Et les hangars à bateau. Ronnie, il n'avait que son cabanon. Quand Bob et lui allaient pêcher, ils empruntaient la barque du voisin. Oh, crois pas que j'ai pas essayé de trouver, Phil. Depuis 2 ans, je cherche et je trouve rien. J'allume une autre cigarette. Ce serait gênant de pas trouver la réponse de la question à 860 000 $, hein, Betty? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé le jour où Ronnie a été tué? Voyons, j'étais à la maison et Bob était de repos. Il est allé se balader. Il n'avait pas de projet. Et je crois que tout est arrivé par hasard. Il a dû rencontrer Ronnie qui lui a dit qu'il allait chercher la paye. Il a sans doute piqué les clés de la bagnole à Ronnie pour qu'ils utilisent la sienne et tu devines la suite. Le coup de l'inspiration subite, quoi. Des témoins? Le gardien de la banque, il a dit que quand Ronnie s'est aperçu qu'il avait plus ses clés, Bob s'est pointé avec sa bagnole comme par hasard. Il les a vus partir ensemble. C'était suffisant pour que les flics se pointent illico. Il a rien dit quand les flics l'ont emmené? Non, pas un mot, Phil. Il était dans la salle de bain en train de se laver. Ah ouais? Il avait de la boue sur lui en rentrant? Oh oui, il avait de la boue sur ses chaussures et une coupure à la main. Je lui ai demandé ce que c'était. Il s'est arrêté au milieu de l'escalier, il a marmonné quelque chose à propos de rats. Plus tard, au tribunal, il a dit qu'il s'était blessé en se rasant. D'ailleurs, les flics ont trouvé du sang sur son rasoir. Attends un peu, Betty. Bob a commencé à te raconter cette histoire de rat, et puis au tribunal, il parle de rasoir. C'est bizarre, tu trouves pas? Ben non, je
vois pas le rapport. Boudin est stupide. Pauvre Bob. Je suis certain qu'un rat l'a mordu, peut-être quand il essayait de faire disparaître le corps. Si les flics avaient été au courant, ils auraient cherché là où il y a des rats, tu comprends? Alors, il s'est charcuté la main avec son rasoir. Peut-être bien, Phil. Mais où est-ce que ça nous mène? T'as l'intention de fouiller tous les trous à rats de la ville, les égouts compris? J'espère que non, Betty. Je hais ces bestioles, elles me fichent la trouille si tu veux savoir. Quand j'étais dans la marine, j'envoyais le long des quais et... Attends une seconde, Betty. Tu dis que quand ils allaient pêcher, ils empruntaient une barque au voisin. Le voisin, il avait un hangar à bateau? Oui, je crois. Mais je crois aussi que les flics l'ont fouillé. Et ce voisin, il est là? En été, oui, mais pas maintenant, en novembre. Le lac est complètement désert, hors saison. Demain, je t'emmène en balade, poupée. Le lendemain, avant le lever du soleil, on se gare près de l'ancien cabanon de Ronnie Jones. L'endroit est désert et magnifique. Betty sort une torche électrique de la boîte à gants de sa voiture. Je suppose que tu veux aller tout de suite dans le hangar à bateau, Phil. Ouais, ma beauté, ouais. Allume ta lampe et guide-moi. En la suivant, je suis tenté de ramasser une grosse pierre et d'y fracasser le crâne tout de suite. Mais je me dis qu'elle peut encore m'être utile. Dans ce cas, patience. La porte du hangar est cadenassée. Je ramasse une pierre et je fais sauter le cadenas. Je prends la torche électrique et je hasarde un œil. Le rayon de lumière perce l'obscurité et allume une centaine de lueurs rouges comme des mégots incandescents. Ils semblent cligner comme des petits yeux. Je me rends vite compte que ce sont bien des yeux de rat. Aie pas peur, que je dis à Betty en frissonnant. Ces sales bêtes prouvent que ma supposition est bonne. Betty est sur mes talons. Elle semble pas effrayée du tout. En 2 secondes, tous les rongeurs ont fui. Je braque la lampe sur le sol. Du ciment. Mais en dessous. Si je devine ce que tu penses, Phil, ma cache, dit Betty. Les flics sont allés voir en dessous. Je te l'ai dit, ils ont cherché partout. Partout, c'est vite dit. Je dirige la lampe vers le plafond. Je sors immédiatement et je reviens en souriant. Betty, ma beauté, il me semble que le toit est plus haut que le plafond. C'est-à-dire qu'il y a un espace que les flics ont peut-être négligé. Il y a juste la place pour... Je termine pas. Betty est déjà à la recherche d'une échelle. Quelques instants plus tard, elle m'éclaire tandis que je monte. À mi-chemin, je m'arrête. J'entends un tambourinement comme une pluie d'orage. Les rats, que je dis écœuré. Il y en a plein entre le plafond et le toit. Allez, courage, mon beau. Ricane Betty. Piqué au vif, je crève le papier goudronné qui recouvre le toit avec une espèce de crochet. Il se déchire facilement par lamelles. Visiblement, il a été posé rapidement par quelqu'un dont le temps était mesuré. Effectivement. En plongeant le faisceau de ma torche dans l'espace découvert, je tombe nez à nez avec un squelette impeccablement nettoyé et recroquevillé près d'une boîte en fer. Heureusement que les rats préfèrent la chair au métal. Je crois que ça y est, que je dis en sortant la boîte. Je descends, dépose la boîte sur le sol et l'ouvre avec l'espèce de crochet dont je me suis servi à l'instant. 860 000 $. 860... J'ai pas le temps de terminer. Betty s'est sans doute servi d'une pierre pour m'assommer. Une garce emplie d'un boudin. Quand j'ouvre les yeux, je suis ligoté, bâillonné dans un coin du hangar. Betty est en train de sortir. Je remue en essayant de crier. Tiens,
Don Juan qui s'éveille. J'ai été la plus rapide, non? J'essaie de dire quelque chose. Allez, te justifie pas. Je le savais que tu m'aurais descendu. Bon, là c'est pas tout, mais il faut que je te quitte. Te plains pas, tu seras pas seul. T'auras plein de petits copains pour te tenir compagnie. Je m'aperçois qu'elle est allé un peu fort et que j'ai le visage en sang. Mon esprit fonctionne à toute vitesse. Soudain, je remue la tête et indique quelque chose du menton. Ça l'intrigue. Elle s'approche prudemment. Elle sait pas que j'ai été champion de boxe française. Je marque bout sur les reins et propulse mes jambes soigneusement ligotées. Je l'atteins au genou, elle s'écroule, rebelote au creux de l'estomac. La voilà qui suffoque. Elle s'effondre contre la porte du hangar qui se referme et est bloquée par son corps. Pris d'une rage noire, je lui martèle le visage avec les pieds jusqu'à ce que je sois sur le point de m'évanouir. Je reprends mon souffle et je roule sur moi-même dans l'espoir de trouver quelque chose pour limer mes liens. Rien, y a rien. Les ténèbres fétides s'épaississent. Je rampe jusqu'au corps de Betty et j'essaie de la faire bouger pour libérer la porte. Elle est trop lourde, la garce. Bien trop lourde et inanimée. Je frappe des pieds sur la caisse pleine d'argent. Je glousse à travers mon bâillon pour lui dire de se lever, que tout ça n'a plus d'importance, que c'est un malentendu, un affreux malentendu, que je veux sortir. Les premiers rats s'enhardissent. Ils approchent. Je me demande combien de temps encore le raffut que je fais les tiendra à distance. Les rats. Remarquez, Betty et moi, qu'est-ce qu'on est, au fond? Des rats, nous aussi. Des rats des villes. Deux pauvres rats des villes face à des centaines de rats des champs affamés. À votre avis,